Super. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de la SFAR de m'avoir proposé cette présentation. Et puis, je suis content de passer derrière Arnaud parce qu'il a déjà défloré un peu l'envers du décor de la microbiologie. Et donc, ça va être plus simple pour vous expliquer de quoi on va parler. Alors, mes conflits d'intérêts n'ont aucun lien avec cette présentation. Donc d'abord, quelques définitions pour que vous puissiez comprendre le sujet. Donc le CAST, c'est une organisation qui est européenne, qui est associée à la fois à une commission de l'ECMID et puis le CDC, et qui se consacre principalement à la normalisation des méthodes de test de sensibilité aux antimicrobiens. L'objectif de cette organisation, c'est d'harmoniser les pratiques des tests de sensibilité antimicrobiens dans toute l'Europe, par l'intermédiaire de recommandations qui sortent annuellement, qui sont réactualisées tous les ans. Ça va permettre de diffuser des breakpoints par bactéries et par couple bactéries antibiotiques. Et puis, il y a une collaboration internationale pour une harmonisation mondiale, notamment avec le CLSI et le CDC. Alors, la CMI, c'est historiquement ce qui nous a permis de voir l'effet des antibiotiques sur une bactérie donnée. C'est la concentration minimale inhibitrice. La méthode de référence, c'est la macrodilution, qu'on ne fait évidemment plus. Et vous avez vu quelques machines tout à l'heure qui vous montrent qu'on ne le fait plus comme ça, et qui permettait en doublant de concentration en concentration, voir la plus petite concentration d'antibiotiques qui va permettre d'inhiber la croissance bactérienne sur un temps donné. C'est une estimation visuelle de l'effet in vitro de l'antibiotique qui aujourd'hui est remplacé par des machines qui vont pouvoir objectiver cette évolution visuelle. C'est une méthode qui est standardisée et qui aujourd'hui est remplacée par la microdilution, les bandelettes à gradient ou, de manière plus répandue et plus automatisée, les disques avec diffusion en milieu gélosé. Pour les diamètres de disques, vont être correspondants, une CMI en microdilution en milieu liquide. Et donc, la plupart du temps, aujourd'hui, dans les antibiogrammes qui vous sont rendus, on ne vous rend plus, pour tout ce qui est automatisé, la valeur de la CMI. Donc ça, c'est pour comprendre la base, un des éléments clés pour les brainpoints et les définitions et recommandations données par le CAST. Ensuite, vous avez l'ICOF. L'ICOF, c'est Epidemiological Cutoff. C'est en fait la plus haute CMI d'une espèce bactérienne qui va être dépourvue de résistance acquise. Donc c'est la souche sauvage pour un antibiotique donné. Vous savez que vous connaissez le principe de la loi normale. Dans la loi normale, vous avez cette belle courbe qu'on représente ici sur la partie bleue, et vous avez la majorité au milieu et puis les extrêmes. Et donc le principe de l'ICOF, c'est réalisé par modélisation mathématique ou par estimation visuelle, c'est de pouvoir voir la partie la plus haute de la population normale. Elle va être donc déterminée par rapport à l'histogramme de distribution, et c'est une agrégation de données épidémiologiques qui remonte de l'ensemble des laboratoires, enfin d'un certain nombre de laboratoires qui collaborent avec le CDC. Et c'est indépendant de l'origine géographique de l'hôte, donc c'est les mêmes valeurs pour l'homme, pour l'animal, et indépendant également de la période de recueil. Et donc cette valeur est censée faire la distinction entre ma population sauvage et ma population ayant développé ou acquis un mécanisme de résistance. Ensuite, troisième élément, les breakpoints cliniques, ceux qui finalement vont nous intéresser. C'est la valeur de CMI seuil d'une espèce bactérienne au-delà de laquelle l'échec thérapeutique est probable. Donc là, c'est plus difficile à déterminer. Elle va être définie annuellement pour chaque couple antibiotique-bactérie par le CAST. Elle va prendre en compte plusieurs éléments. Elle va prendre en compte les paramètres PKPD, sur lesquels je vais revenir, la posologie usuelle qu'on peut administrer à nos patients, le mode d'administration, l'ICOF et les mécanismes de résistance. Et ça va permettre de déterminer le caractère sensible ou résistant d'une bactérie donnée. Là, cette fois-ci, on ne parle plus en population, du prélèvement que votre patient a, la bactérie qui pousse chez votre patient, savoir si elle est sensible ou résistante à un antibiotique donné. Et donc le cheminement de détermination de ce qui nous intéresse, les brainpoints cliniques, c'est des critères PKPD, donc des études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, les critères épidémiologiques, et puis des études chez les patients qui vont déterminer pour une pathologie donnée, une bactérie donnée, l'efficacité d'un traitement. Alors les critères PKPD,
Donc première étape, une des premières étapes de détermination des breakpoints, ça va être l'association de données de pharmacocinétique humaine avec des données de pharmacodynamie, généralement soit in vitro, soit animale, assez rarement humaine, mais potentiellement parfois humaine. L'objectif, ça va être, en fonction de la cible, du critère pharmacocinétique, pharmacodynamique pour l'antibiotique donné, de voir sa probabilité d'atteinte de la cible, donc qu'on appelle souvent PTA, Probability of Target Attainment. Pour les bêta-lactamines, la cible générale, c'est un antibiotique, et ce sont des antibiotiques qui sont temps dépendants, ça va être la fraction du temps supérieure à la CMI, qui va être entre 40 et 80% en fonction du contexte clinique et de la bactérie. Et donc, vous allez réaliser des simulations de Monte-Carlo pour pouvoir modéliser. Et quand on regarde sur cette courbe, vous allez vous apercevoir qu'ici, si on se positionne à 50% de cible, on est à 4 de breakpoint, de breakpoint PKPD, 4 de CMI. Si on prend l'exemple, j'ai volontairement pris la pipette azo et Pseudomonas aeruginosa plusieurs fois dans cette présentation parce que justement c'est assez questionné sur cet antibiotique. Vous avez des posologies standards, et on reviendra dessus, et des posologies augmentées. Posologie standard qui est quasiment plus utilisée, et on reviendra dessus en réanimation, et la posologie augmentée qui à la fois augmente la dose et puis change le mode d'administration par une perfusion prolongée. Vous avez ici les différentes CMI du Pseudomonas, et puis vous avez les différents schémas de concentration. Le plus bas, c'est la posologie standard, avec moins d'injection et puis une diffusion courte. Vous allez voir, vous voyez qu'ici, donc on estime qu'il faut 90% des patients qui atteignent cette cible, et qu'au-delà de 8, on n'est plus dans la cible pour cette posologie, on reste satisfaisant pour les posologies augmentées. Donc ça, c'est un élément qui rentre dans le mécanisme de décision du breakpoint clinique pour ce couple pipette-azo-Pseudomonas aeruginosa. Sur le critère épidémiologique, on reste sur Pseudomonas et pipette-azo, toujours sur cet exemple-là. Quand on regarde les courbes de répartition des CMI, on voit que l'ICOF, donc le cutoff épidémiologique, il est à 16. Donc on est à un breakpoint PKPD 8-16 en fonction de la posologie. Donc si on prend une posologie standard, on est à 8 et on est à un ICOF à 16. Ensuite, vous avez les critères cliniques, donc ce qui se passe en vraie vie chez nos patients. Et là, effectivement, pipette-azo sur Pseudomonas, c'est pas dans la littérature la molécule qui est la plus idéale. Et donc il y a pas mal d'éléments dans la littérature qui, en tout cas, découragent complètement l'utilisation de la posologie standard et permettent, sous certaines conditions, d'utiliser la posologie à forte concentration. Alors du coup, et c'est là l'objet de ma présentation, c'est finalement qu'est-ce qui a changé dans les définitions de l'EUCAST et qui ont un vrai impact pour nous cliniciens. Parce que la méthodologie que je vous ai écrite, les paramètres, le breakpoint PKPD, l'ICOF, et puis les données cliniques, ça fait déjà des années que l'EUCAST travaille sur ce mécanisme. Avant 2019, vous aviez la catégorie I, qui était donc intermédiaire, qui comprenait plusieurs choses. La définition de cette catégorie, c'était un effet thérapeutique incertain, donc sur des données PKPD, dans le tissu où l'antibiotique est concentré, PK, et où une forte posologie peut être utilisée, et dans une zone grise pour éviter les erreurs techniques. Donc il y avait deux éléments. Il y avait à la fois la partie technique, qui n'est pas négligée, donc ce que sont capables de faire nos bactériologistes, et puis la partie clinique, ce que nous on est capable d'apporter comme concentration d'antibiotiques au site de l'infection. Donc ça c'était avant 2019. À partir de 2019, l'EUCAST a décidé de scinder ces deux catégories et de parler d'une catégorie, donc vous avez la sensible à posologie standard, qui est la sensible d'avant. Vous avez sensible à forte posologie, qui est entre le S et le R de votre antibiogramme, qui est lorsqu'il y a une forte probabilité de succès thérapeutique parce que l'exposition à l'antibiotique est augmentée par l'ajustement du schéma posologique, que ce soit la dose, le mode d'administration, ou par sa concentration au site de l'infection.
Et puis vous avez la partie ici, la zone grise, et ben vous l'avez, elle s'appelle maintenant la zone d'incertitude technique. Interprétation incertaine pour des raisons techniques qui normalement ne doit pas vous être rendue. C'est aux bactériologistes de trancher et de décider, en fonction d'autres éventuellement examens, si c'est R ou si c'est S à posologie standard, ou plus généralement S à posologie augmentée. Et donc ce changement, il est important. Alors je vais poser quelques questions parce que j'ai besoin de savoir, est-ce que dans la salle, vous étiez au courant du changement de la catégorie I? Alors levez la main ceux qui étaient au courant. Parfait. Dans vos établissements, quels sont les services de bactériologie qui ont appliqué dans l'affichage ce changement? Quand même. Avec le I. Bon, eh ben vous êtes plutôt de bons élèves pour la connaissance, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas fait ce switch, et on va expliquer pourquoi. Donc, quel exemple? Qu'est-ce que ça donne finalement sur les recommandations de la Société française de microbiologie, par l'intermédiaire en lien avec le CAST, pipetazo versus Pseudomonas aeruginosa. Avant 2019, vous aviez un cut-off qui était à 16, c'était l'ICOF. C'est-à-dire que c'était soit R, soit S, il n'y avait rien entre les deux. Et puis maintenant, c'est toujours le supérieur à 16, c'est toujours R, mais sensible, c'est 0,001. Enfin, en gros, c'est pour dire que ce n'est jamais sensible à posologie standard. C'est ça qu'il faut traduire, puisque vous n'avez pas de CMI si basse. Donc la volonté, par ce tableau, la volonté de la Société française de microbiologie, c'est qu'on ne rende pas sensible à posologie standard un Pseudomonas aeruginosa à la pipetazo, et en règle générale, au bêta-lactamine. Alors, ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, avant, vous aviez un S partout, éventuellement avec une petite information sur les posologies, mais la plupart du temps non. Et puis aujourd'hui, vous avez un I. Alors, pour un pseudomonas sauvage. Hein. Et donc, le problématique, c'est est-ce que les gens ont intégré ce que voulait dire le I? Puisque, règle générale, avant 2019, quand on avait un I, on essayait d'éviter ceux qui avaient une connaissance assez faible, et on évitait évidemment d'utiliser cet antibiotique. Ce qui fait que du coup, on sort tout un panel, et notamment les C3, les ceftazidime ou cefepime sur cet antibiotique, ce qui peut poser évidemment beaucoup de problèmes, parce qu'après, la seule alternative, c'est d'utiliser les carbapénem pour un pseudomonas sauvage. Si je prends un autre exemple, peut-être plus vrai, plus intéressant dans la réalité, c'est pour les entérobactéries. Avant 2019, on avait 8 pour sensible, et puis 16 pour résistant. Et donc, on avait le gap entre les deux qui était finalement, donc pour la partie 16, qui était intermédiaire. Aujourd'hui, on a 8-8, c'est-à-dire qu'on a enlevé. Alors, pourquoi ce changement? Dans la détermination des breakpoints cliniques, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 parties, le PKPD, l'ICOF et les études cliniques. Et donc, elles sont actualisées tous les ans, notamment parce que souvent la PKPD, ça change. Il n'y a pas beaucoup sur les anciennes molécules, pas beaucoup de changements, pas beaucoup de nouveautés, mais par contre, sur les études cliniques, il y en a. Et en fait, d'abord, le changement de ces tableaux de breakpoint, il intègre le changement de nomenclature, SIR, et donc avec l'introduction du sensible à forte posologie. Je vous ai déjà montré l'exemple de cette étude sur Pseudomonas sauvage et pipetazo, où là, clairement, on a pour jusqu'à 16, on peut utiliser, sur un Pseudomonas sauvage, on a, en termes pharmacocinétique et pharmacodynamie, à forte posologie, une efficacité. Donc on pourrait être dans le I, le sensible à forte posologie. Et donc le changement de nomenclature donne des PKPD et puis surtout des données cliniques. Donc là, je vous ai pris l'exemple des entérobactéries. On a un essai clinique qui s'est intéressé à l'effet de la pipetazo versus le méropenem, sur la mortalité des patients. Et cette étude, elle a montré quoi? Elle a montré qu'il y avait une efficacité insuffisante pour les CMI supérieurs à 8 à forte posologie. Et qu'il y avait des difficultés de catégorisation
pour les SMI 8, 16, 32. Et donc la raison, une des raisons du changement de cutoff pour le couple pipetazo-entérobactérie, c'est là l'exemple d'un grand essai clinique en vraie vie qui démontre que pour une partie de la population sauvage, on est en difficulté. Alors, comment est-ce qu'on sort de tout ça? Parce qu'évidemment, il faut... nous, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe en épidémiologie. Et ce qui nous intéresse quand on doit prescrire l'antibiotique, c'est finalement nos conséquences sur nos prescriptions. Alors, vous êtes plutôt bon dans la salle parce que quand on interrogeait, alors c'était en 2020, donc c'était un an après les changements, donc on a eu quelques années en plus pour s'y habituer, on interrogeait les praticiens, cliniciens sur le changement de la nomenclature de Leucast. Donc c'était un public de médecins allemands, et puis 46%, donc presque la moitié des praticiens n'étaient pas au courant du changement. 40% ne connaissaient pas la nouvelle définition du I, et puis 58% ne savaient pas que la catégorie S avait été systématiquement remplacée par la catégorie I pour certains couples bactéries antibiotiques, confère le Pseudomonas. Donc, problème, parce qu'évidemment, si on fait un changement majeur, l'antibiogramme nous guide au quotidien. Si on fait un changement majeur et qu'on n'est pas au courant, ou que les cliniciens ne sont pas au courant, ils vont faire des bêtises. Étude intéressante qui est sur la PHP, Henri Mondor, qui avait mis en place la nouvelle nomenclature de Leucast, donc qui s'intéressait à l'impact sur la prescription des cliniciens sur un pseudomonas sauvage, des infections à pseudomonas sauvages. Donc c'était une étude rétrospective multicentrique. Comment ils avaient fait pour mettre en place leurs nouvelles critères bactériologiques, la mise en place des nouvelles recommandations. Ils avaient communiqué avec un mailing général, une communication directe ciblée sur les principaux prescripteurs. Ils avaient informé sur la nouvelle définition de la catégorie I, et puis ils avaient informé sur les propositions de posologie augmentée, puisque là on avait la nécessité de connaître les posologies augmentées. Et donc on regardait ce qui se passait en termes de prescription de bactéries à large spectre. Vous avez ici le groupe qui était avant les nouvelles recommandations. Vous aviez finalement 1,2% des patients qui, pour un pseudomonas sauvage, étaient traités par méropenem. Et puis dans la partie période 2, application des nouvelles recommandations, vous aviez presque 11% des patients qui étaient traités par du méropenem pour le même pseudomonas. Donc ça pose question et ça pose problème sur l'utilisation des antibiotiques à large spectre lorsque l'on change des définitions et qu'elles ne sont pas clairement comprises par les prescripteurs. Quand on regarde la population qui, dans les deux groupes, était guidée par une équipe mobile d'infectiologie, on avait la même proportion, c'est-à-dire qu'il y avait une très faible surprescription de méropenem dans la population guidée par les infectiologues. Alors, en pratique, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, c'est qu'il faut que vous demandiez, vous parliez, et ça je rejoins Arnaud sur la question, avec vos bactériologistes. Comment est-ce qu'ils ont adapté le compte-rendu aux nouvelles recommandations? Moi j'ai interrogé pourquoi à Poitiers on n'a pas mis en place cette nouvelle recommandation. Alors principalement, le principal frein, c'est un problème informatique en fait. Ils ne veulent pas utiliser le I parce que le I, pour eux, ça va entraîner une surprescription d'antibiotiques qui ne sont pas adaptés. On va changer de classe d'antibiotiques, alors même que l'on peut, juste en changeant la posologie, garder et préserver notamment le carbapenem. Donc ils ne veulent pas, et ils attendent un changement d'équipement informatique pour pouvoir changer, et pas dire I, mais sensible à forte posologie. Donc ça, c'est un tout con, mais quand on parle justement, quand on est derrière son ordinateur et qu'on attend le résultat, on est bien content d'avoir un outil informatique qui nous donne assez rapidement. Il faut se référer aux propositions standards augmentées du CA, de la Société française de microbiologie de Leucast, qui sont très bien faites, couple antibiotique-bactéries. Vous avez des propositions dans différentes situations cliniques. Il y a aujourd'hui un travail et une volonté de la Société française de microbiologie de se rapprocher de la SPILF pour pouvoir poursuivre et intégrer un peu plus d'éléments cliniques. Et puis, donc vous avez ici le QR code pour les dernières recommandations de la Société française de microbiologie. Et puis, il faut privilégier les molécules I égale sensible à posologie augmentée à des molécules de spectre plus large. Il ne faut pas changer
pour des molécules de spectre plus large. Ça, c'est un élément important. Vous avez ici un exemple de ce qui est les propositions standards. Et en plus, d'une année sur l'autre, il vous montre les changements qui ont été faits par rapport à l'année précédente. Et éventuellement, il commente ce risque cette proposition de changement. Alors, en conclusion, définitions qui sont plus précises de la catégorie S et I, dès lors qu'elles sont connues et explicitées par aux cliniciens. Prise en compte de l'incertitude qui doit être gérée par les bactériologistes, c'est-à-dire que la certitude technique, elle ne doit plus être rendue ou exprimée auprès des cliniciens. Nécessité d'une modification du rendu informatique pour privilégier le terme sensible à forte posologie plutôt que intermédiaire. Harmonisation nécessaire des propositions de forte posologie et monitoring des concentrations, et je pense que Romain vous parlera de cet élément-là, dans les situations les plus à risque. Et puis monitoring des prescriptions inappropriées, notamment des carbapénèmes, dans les situations où on aurait pu privilégier une molécule à forte posologie. Voilà, j'ai à peu près tenu le délai.